je vais vous parler d'une affaire non résolue qui a eu lieu dans les États-Unis en novembre 1971 et qui est tellement folle qu'elle pourrait clairement faire l'objet d'un film. L'histoire a d'ailleurs été revisitée dans la série Loki l'année dernière, mais moi je vais vous raconter la vraie histoire. Tout commence le 24 novembre 1971, en début d'après-midi. Nous sommes à bord d'un Boeing 727 au départ de Portland et à destination de Seattle. Un homme, installé au siège 18C, habillé avec un costume cravate noire, une chemise blanche et des lunettes de soleil, se lève et se dirige vers l'une des hôtesses de l'air et lui tend une enveloppe. L'hôtesse de l'air s'appelle Florence Schaffner. Elle a 23 ans à l'époque. En voyant arriver l'homme vers elle, elle se dit que c'est encore un passager qui va lui faire des avances et qui lui donne son numéro de téléphone. Elle lui esquisse donc un petit sourire gêné et glisse l'enveloppe dans sa poche. Sauf que l'homme s'assoit à côté d'elle et lui murmure à l'oreille « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder cette note. Je suis en possession d'une bombe. » Alors Florence Schaffner, qui est maintenant clairement terrorisée, ouvre tant bien que mal l'enveloppe et lit le message qui indique qu'il y a une bombe dans sa sacoche, qu'il n'hésitera pas à l'utiliser. Il demande 200 000 $ en billets de 20 $ non marqués et 2 jeux de parachutes, avec 2 parachutes ventraux d'urgence. La lettre stipule qu'il souhaite récupérer l'argent et les parachutes dès l'arrivée à l'aéroport de Seattle. On a donc affaire à un pirate de l'air qui demande 200 000 $. Et rappelez-vous, l'histoire se passe en 1971. Avec l'inflation cumulée au fil des années, on n'a pas le même pouvoir d'achat, avec cette somme en 2022 qu'en 1971. Alors j'ai fait mes petits calculs, et c'est comme s'il demandait 1,5 million de $ en 2022. Donc ça représente une très grosse somme quand même. L'hôtesse de l'air décide donc de garder son sang-froid, de remonter l'allée centrale pour avertir William Scott, le pilote de l'appareil. Celui-ci décide alors de contacter les autorités de Seattle, qui se chargent d'alerter le FBI. Entre-temps, le président de la compagnie aérienne, la Northwest Orient Airlines, ordonne à l'équipage de coopérer avec le pirate. Le pilote envoie donc l'hôtesse, afin qu'elle s'installe à côté de lui et qu'elle vérifie s'il y a bien un dispositif explosif. Elle retourne donc auprès du pirate, qui lui ouvre sa sacoche suffisamment longtemps pour qu'elle puisse apercevoir des cylindres rouges qui ressemblent à de la dynamite, une batterie et plusieurs fils enchevêtrés. Il profite de ce moment pour exiger que l'avion demeure en vol le temps que la rançon et les parachutes soient prêts pour leur arrivée à l'aéroport. La suite du vol se déroule sans encombre. Les hôtesses de l'air présentes l'ont par la suite dépeint comme quelqu'un qui semblait plutôt gentil, serein, et même prévenant vis-à-vis de l'équipage, en demandant que des repas soient préparés pour eux après l'atterrissage à Seattle. Il est poli, s'exprime correctement, et ne se montre pas agressif. À ce stade, les autres passagers ne sont pas encore au courant de ce qui se trame dans l'avion. En parallèle, des agents du FBI commencent à investiguer et apprennent que le passager, auquel on a attribué le siège 18C, a pris un aller simple sous le nom de Dan Cooper. Le FBI accepte les exigences de Cooper et commence à imaginer un stratagème pour le piéger sans mettre la vie des autres passagers en danger. Il sélectionne des billets de 20 $ imprimés en 1969, émis par la réserve de la Banque fédérale de San Francisco et dont les numéros de série commencent par la lettre L. Ils prennent le temps de photographier chacun des 10 000 billets pendant que l'avion tourne en rond au-dessus de l'aéroport de Seattle. À 17h24, les contrôleurs aériens annoncent à l'équipage que les demandes de Cooper ont été exaucées et que l'avion peut enfin atterrir. Il se pose donc sur le tarmac environ 15 minutes plus tard, soit avec 2 heures de retard par rapport à l'horaire initialement prévu. Il se stationne sur une piste isolée, les lumières éteintes pour dissuader les tireurs d'élite de la police d'ouvrir le feu. Les 36 passagers quittent donc l'avion, accompagnés par Florence Schaffner. Un employé de la compagnie aérienne vient alors remettre la rançon et les parachutes. Cooper retient encore dans l'avion William Scott, le pilote, Bob Rataxaz, le copilote, Anderson, l'ingénieur de vol, et Tina Mucklow, une autre hôtesse de l'air. L'avion reste sur le tarmac pendant environ 2 heures, le temps de le ravitailler en carburant, ce qui laisse à Cooper tout le temps nécessaire pour vérifier que le compte est bon et que le sac contient bien les 200 000 $. Il est 19h40, l'avion redécolle, et cette fois en direction de Mexico. Cooper exige que le Boeing vole avec le train d'atterrissage sorti, à la vitesse relativement basse de 315 km/h et avec une altitude de 10 000 pieds, soit environ 3 km. Ce qui fait que l'avion vole à peu près 3 fois moins vite que sa vitesse de croisière, et il est 3 à 4 fois plus bas que son altitude habituelle. L'avion est suivi par des jets de l'Air Force, prêts à intervenir au besoin. Le copilote prévient que dans ces conditions, l'avion ne pourra voler que 1000 miles environ,
Alors Cooper lui ordonne de détourner l'appareil vers Reno, dans le Nevada. Il demande ensuite à ce qu'on dépressurise la cabine et il se prépare pour son saut en parachute. Cooper enfile donc ses 2 parachutes, l'un à l'avant et l'autre dans son dos. Il demande à l'hôtesse de se rendre dans le cockpit, tandis qu'il rejoint l'arrière de l'appareil. Là, il actionne la manette, abaissant l'escalier du Boeing 727. Et il se lance dans le vide, le sac plein de billets accrochés au corps. Sachant qu'il n'a aucune visibilité car la nuit est tombée, il est invisible pour les 2 jets de l'Air Force. Il est 20h14, personne n'a jamais revu Dan Cooper depuis. Maintenant que vous connaissez l'histoire, je vous propose de vous parler de l'enquête qui a eu lieu par la suite et aussi toutes les hypothèses que j'ai pu dénicher. Il y en a vraiment des intéressantes. Lorsque l'appareil a atterri à Reno, il a été fouillé de fond en comble, ce qui a permis aux autorités de mettre la main sur la cravate de Cooper, qu'il a laissée à l'intérieur, avec 2 des 4 parachutes qu'il avait demandé. Les autorités trouvent plusieurs empreintes digitales, mais elles ne correspondent à aucun criminel connu dans leur base. On n'est même pas sûr d'ailleurs à ce stade que les empreintes sur la cravate appartiennent à Cooper. On a juste des empreintes partielles. L'équipage a aussi collaboré pour dresser un portrait robot de Cooper qui est toujours à l'heure actuelle considéré comme crédible. Au tout départ, des agents du FBI interrogent un résident de Portland nommé D.B. Cooper. Il n'a jamais été considéré comme suspect, mais les reporters de l'époque ont utilisé les initiales de son homonyme dans les médias et l'erreur n'a jamais été rectifiée. Ce qui fait que dans la plupart des articles ou même des podcasts, et encore aujourd'hui sur internet, on parle toujours de l'affaire D.B. Cooper, alors qu'au final, le mec s'appelle Dan Cooper. En tout cas, cet interrogatoire ne mène à rien et l'enquête piétine. En parallèle, Cooper commence à acquérir un capital sympathie auprès de la population qui le voit comme un Robin des Bois des temps modernes. Le FBI mise beaucoup d'espoir sur les numéros de série des billets pour aider à retrouver Cooper. Ils ont donc envoyé la liste des 10 000 numéros de série aux banques et Interpol. De son côté, la compagnie aérienne offre une récompense de 25 000 $ pour toute information qui mènerait à l'arrestation de Cooper, sans succès. En novembre 1973, soit 2 ans après les faits, l'Oregon Journal offre à son tour une prime de 1 000 $ à la première personne qui déclarerait la découverte des billets de la rançon. Mais là encore, personne ne répond à l'appel. 5 ans plus tard, en 1978, un chasseur découvre dans les bois, près de la zone d'atterrissage présumée, une brochure sur laquelle figurent les instructions pour abaisser l'escalier de queue d'un Boeing 727. Donc il y a des petits trucs là qui commencent à arriver par-ci par-là. Les autorités se demandent également si Cooper ne serait pas un parachutiste de métier et le suspectent d'appartenir à l'Air Force. Cette hypothèse est rapidement écartée parce qu'aucun parachutiste doté de bon sens ne sauterait a priori de 10 000 pieds en pleine nuit et sans équipement adéquat. Et je ne l'ai pas assez signalé, mais effectivement, il était plus de 20 heures quand Dan Cooper a sauté. Il faisait nuit noire, il voyait absolument rien. On avance encore de 2 ans, en février 1980, au nord-ouest de Portland, le long de la Columbia River. Des randonneurs trouvent 5 800 $ en train de se décomposer dans un sac immergé dans le fleuve. Ils ont quand même décidé de passer au peigne fin la zone afin de voir s'ils pourraient trouver d'autres billets. Et pourquoi pas le corps de Dan Cooper, mais rien de plus. Il y a eu plusieurs hypothèses concernant ce rebondissement. Certains pensent que c'est une opération de dragage du fleuve qui a eu lieu en 1974 par des ingénieurs militaires qui auraient déplacé le sac vers l'endroit où il a été repêché. D'autres pensent que l'argent aurait été caché à l'endroit où il a été découvert plusieurs années après le piratage de l'avion, et donc qu'il aurait été transporté préalablement à cet emplacement. Mais par qui ? On n'en sait rien. La plupart des théoriciens s'accordent à dire que si l'argent a été abandonné, c'est parce que Cooper est mort. Vivant, il n'aurait jamais laissé son butin aussi longtemps caché dans la nature. Toujours est-il que l'enquête a continué et le FBI ont approché et innocenté énormément de suspects. Je vais vous parler de certains d'entre eux qui me semblent intéressants. Le premier, c'est un certain Richard Floyd McCoy Jr. On va l'appeler McCoy. Le 7 avril 1972, soit un peu plus de 4 mois après le détournement, McCoy embarque sous un faux nom sur le vol 855 de la United Airlines à Denver. Une fois l'appareil en vol, McCoy tend à une hôtesse de l'air une enveloppe dans laquelle il donne des instructions pour un détournement. Il demande 500 000 $ et 4 parachutes. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Là où ça diffère, c'est qu'il est armé d'un pistolet non chargé et d'un presse-papier en forme de grenade à main. Il n'a donc pas vraiment de bombe ni d'armes en sa possession. Il ordonne à l'équipage de se poser à l'aéroport de San Francisco. Il obtient l'argent lui aussi. Et il saute ensuite de l'avion en atterrissant sans dommage. Sauf que les agents du FBI identifient
McCoy grâce à ses empreintes digitales sur sa demande de rançon, qu'il avait oublié dans l'avion d'ailleurs, et il l'arrête le 9 avril. Dans sa maison, il retrouve 499 970 $ issus de la rançon. Il avait donc seulement eu l'occasion d'en dépenser 30, donc voilà, tout ça pour 30 $. L'ironie du sort, c'est qu'il avait aidé quelques mois plus tôt dans la traque de Cooper. McCoy clame son innocence, mais il écope d'une peine de 45 ans de prison. Cependant, en août 1974, il réussit à s'évader à l'aide d'un faux pistolet en dentifrice. Alors ne me demandez pas comment il a réussi à faire ça, je trouve ça complètement fou. Un faux pistolet en dentifrice. Il aura ensuite été traqué pendant 3 mois jusqu'au 9 novembre, date à laquelle il a été abattu dans sa résidence en Virginie alors qu'il menaçait les policiers avec un fusil de chasse. Un vrai cette fois. Alors est-ce que ça pourrait être Dan Cooper ? Est-ce que ça pourrait être lui ? Il ne l'a jamais admis, il ne l'a jamais dénié non plus. Lorsque la question lui a directement été posée, il a répondu « Je veux pas en parler avec vous ». Faut savoir que McCoy avait étudié le droit dans une université et que les étudiants de cette université devaient porter une cravate similaire à celle que Cooper avait laissée quelques mois auparavant. Mais bon, il y a toujours moyen de faire des similitudes quand on cherche bien. Pour ma part, je pense que Cooper a effectivement inspiré McCoy et donc qu'il a voulu faire la même chose, mais je pense pas que Cooper aurait tenté de refaire le même coup à quelques mois après avoir réussi à amasser autant d'argent et que s'il était encore vivant à ce moment-là, il faisait sûrement profil bas quelque part. Stryker, c'est un imitateur. Il y a de grandes chances. C'est mon avis aussi. Et rappelez-vous également, sur la cravate de Cooper et la lettre de McCoy, nous avions des empreintes qui pouvaient être comparées. J'imagine que c'est la première chose qu'a dû faire le FBI, et a priori ça n'a rien dû donner, puisqu'ils ne se sont jamais exprimés sur ce sujet. Donc à mon avis, on peut l'exclure des suspects. Je pense qu'il est dead. Bien sûr, en plus il a été abattu. Ensuite, nous avons Duane Weber, né en 1924. Juste avant sa mort, en mars 1995, il aurait avoué à sa femme qu'il était Dan Cooper. Sa femme décide de faire quelques recherches sur le passé de son mari, et elle découvre qu'il a passé du temps dans une prison de l'Oregon durant la Seconde Guerre mondiale, mais par contre elle ne trouve pas grand-chose d'autre. Cependant, elle ajoute que son mari l'aurait emmené une fois pour un voyage dans la région de Seattle. Il aurait passé du temps seul au bord de la Columbia River en 1979, peu de temps avant que les billets soient trouvés. Il aurait fait une fois aussi un cauchemar à propos d'une chute depuis un avion. Il racontait aussi que sa vieille blessure au genou provenait d'un saut en parachute. Elle découvre également, à la bibliothèque de sa ville, un livre sur l'affaire Dan Cooper avec des annotations de son mari. Pour moi, les preuves sont quand même très maigres, d'autant plus qu'a priori, ses empreintes ne correspondaient pas à celles retrouvées dans l'avion. J'ai plutôt l'impression que c'était un homme qui devait être passionné par cette affaire et qui, dans un moment de folie, avant de mourir, a sorti ça à sa femme. Voire même, ce serait peut-être sa femme qui aurait inventé tout ça. On continue à avancer dans le temps et on se retrouve en 2007, soit 36 ans après les faits. Une émission diffusée en Floride apporte une nouvelle piste en relayant des photos d'un homme décédé présenté comme étant Dan Cooper. Ses proches ont collaboré avec le FBI dans l'enquête pour déterminer son implication dans le détournement de l'avion. On apprend également que le suspect en question, il s'appelle William Gosset, est un vétéran de la Corée et du Vietnam, et il avait raconté à toute sa famille qu'il était bel et bien Dan Cooper. Son aspect physique et sa maîtrise du parachutisme en faisaient un suspect idéal. D'autant plus qu'il avait un frère prénommé Dan. Un autre sujet à savoir à son propos, il est devenu prêtre catholique et a même changé de nom pour Wolfgang Pratt. Est-ce qu'il a fait ça pour se faire oublier ? Toujours est-il qu'il est mort en 2003 et qu'on ne sait pas grand-chose de plus sur lui. Et c'est pareil, celui-là c'est très très faible, on n'a pas grand-chose, c'est juste un mec qui dit « ouais c'est moi Dan Cooper ». On est toujours en 2007, le FBI rend public des éléments supplémentaires comme le profil partiel de son ADN qu'ils avaient récupéré sur sa cravate et le billet d'avion qui avait coûté 18,52 $. Il publie également en ligne des photos et des fiches techniques sur l'affaire. Et là, je vais passer à un suspect qui me paraît un peu plus convaincant. Nous sommes maintenant le 29 octobre. Nous faisons la connaissance de Kenneth Christiansen grâce à un article du New York Magazine qui fait la lumière sur son histoire. La source à l'origine de cette information est son propre frère, Lyle Christiansen, qui est convaincu, depuis 2003, que son frère est en réalité Dan Cooper. Kenneth est né le 17 octobre 1926 et a vécu à Bonnet Lake jusqu'à sa mort d'un cancer le 30 juillet 1994. Sa maison se trouvait tout près du site où Cooper a sauté. En plus de ça, c'était un employé de la Northwest
Airlines. Chose importante à savoir sur son sujet, il a été auparavant parachutiste dans l'armée, puis est entré dans l'aviation commerciale comme technicien, steward et enfin chef de cabine. En octobre 1972, un an après le saut, Kenneth achète, comptant, un ranch dans les collines de Bonnelec pour 14 000 $. L'année suivante, il fait l'acquisition d'une parcelle de terre pour 1 500 $. Pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, le salaire mensuel de cette compagnie aérienne est en moyenne de 212 $ par mois. Donc sortir 14 000 $ comptant comme ça, là, à 39 ans, quand on a ce salaire, ça peut sembler un petit peu étrange. Il y a également une phrase que Kenneth aurait murmurée à son frère sur son lit de mort. Je cite « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, mais je peux pas te le dire. » Peu de temps après sa mort, sa famille découvre des éléments troublants. Des pièces d'or et une collection de timbres de grande valeur, ainsi que 200 000 $ répartis sur plusieurs comptes. Elle trouve aussi plein d'articles de presse sur la Northwest Airlines depuis son embauche dans les années 50 jusqu'au détournement de Cooper. Kenneth a ensuite continué à travailler pour la compagnie par la suite, mais il a arrêté de collecter les articles sur sa société. Selon le New York Magazine, il ressemblait également au pirate de l'air. Donc voici tous les éléments qu'on a sur lui. On a pas mal de charges qui pour moi en feraient un bon suspect, mais le FBI n'est pas de cet avis. A priori, la taille, le poids, la couleur des yeux et le teint de Kenneth étaient différents de ceux de Cooper, selon les descriptions des témoins. La photo a également été montrée à Florence Schaffner, l'hôtesse de l'air, et elle admet qu'elle ressemble plus à son souvenir de Cooper que toutes les autres photos qu'on a pu lui montrer auparavant. Mais elle ne peut pas certifier que c'était bien lui. Alors personnellement, c'est le suspect qui me semble le plus plausible dans tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Même si je peux pas m'empêcher de me dire qu'il a sûrement fait d'autres choses louches, car son emploi seul ne lui permet pas d'avoir encore 200 000 $ en banque après avoir acheté sa maison. Toujours est-il qu'il ne sera jamais considéré par le FBI comme un suspect majeur, mais s'il n'est pas Dan Cooper, j'aimerais bien savoir en tout cas comment il a pu obtenir tout cet argent de son vivant. A priori, on ne le saura jamais. Maintenant, je vous propose de passer à un autre suspect. Celui-ci s'appelle Lynn Doyle Cooper. C'était un ouvrier tanneur et vétéran de la guerre de Corée. Et c'est sa nièce, Maria Wynne Cooper, qui en 2009 l'a désigné comme étant possiblement Dan Cooper. Elle s'est souvenue avoir entendu une conversation en 1971, quand elle avait 8 ans, entre Lynn Doyle et Dewey, un autre oncle à elle. Ils discutaient d'une opération qui nécessitait l'usage de talkie-walkie. Le lendemain même, le vol 305 était détourné et Lynn Doyle, qui était censé être parti chasser le gibier, était revenu blessé avec sa veste couverte de sang. Il avait expliqué qu'il avait été victime d'un accident de voiture. Cependant, Maria entend ensuite son oncle dire à son frère que le détournement s'était bien passé et que leur problème d'argent était maintenant terminé. Les parents de Maria se sont demandé plus tard si Doyle n'était pas Dan Cooper, d'autant plus qu'il était fan du héros de BD Dan Cooper, dont il accrochait les affiches sur ses murs. Doyle est décédé en 1999. En 2011, un journaliste a pu avoir un nouveau portrait robot par un passager du vol 305, et celui-ci ressemble bien plus à Doyle qu'à n'importe quel autre suspect. De son côté, le FBI affirme que l'ADN ne correspond pas, mais il concède, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand même, enfin sur un point, ils ne sont pas sûrs que l'ADN trouvé sur la cravate soit réellement celle de Dan Cooper. Et c'était d'ailleurs la dernière déclaration du FBI à propos de cette affaire, soit près de 40 ans après les faits. En 2022, on a encore des théories qui fusent sur Internet sur cette affaire, et j'en ai trouvé une, que j'aime plutôt bien, qui dit que Cooper serait en fait le copilote. Personne n'a jamais sauté de l'avion. Ils ont jeté 20% de l'argent et un parachute hors de l'avion. Et donc, une partie de l'équipage serait donc complice. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux comme théorie, mais pourquoi pas ? Justement, dans la page de cette théorie, j'ai trouvé une photo qui montrait la tête du copilote auquel on rajoute des lunettes. Et ça ressemble un peu effectivement au portrait robot. Et ça explique aussi le fait qu'à l'intérieur, tout le monde était calme. En tout cas, certains ont essayé de faire pareil que Dan Cooper, comme Garrett Brock Trapnell, qui a détourné un vol Los Angeles-New York. Il a réclamé 306 000 $, et un entretien avec le président Richard Nixon. Frédéric Hanneman, lui, il a utilisé un pistolet pour prendre le contrôle d'un Boeing 727,
Il a exigé lui aussi un peu plus de 300 000 $. Ils ont tous les deux sauté ensuite en parachute depuis l'escalier à l'arrière de l'avion, mais ils ont été capturés. Depuis ces incidents, tous les Boeing 727 sont équipés d'une cale aérodynamique destinée à bloquer l'abaissement de l'escalier arrière quand l'appareil est en plein vol. Un mécanisme baptisé la Cooper Van. En 2022, l'affaire laisse toujours énormément de questions derrière elle. Est-ce que Cooper a réussi son saut ? Et si oui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce qu'il a perdu l'argent durant son saut, car aucun billet de la rançon ne semble avoir circulé par la suite ? Et surtout, qui est Dan Cooper ?